Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette table ronde qui s'annonce passionnante et instructive. Avec nos invités, nous allons évoquer une matière qui est devenue depuis 50 ans maintenant la matière la plus utilisée dans la production industrielle. On la retrouve partout, un peu trop partout même, à tel point qu'un courant d'opinion se développe, rejetant ce matériau multiforme aux propriétés extraordinaires. Alors pour faire une analyse pragmatique et réaliste du phénomène, 4 spécialistes vont nous parler du plastique. Michel Bouquet, bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Institut Charles Sadron. Hilaire Coutancé, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc associé de la société MC Plast. Simon. Jérôme Dassini, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'ADEME. J'essaie en même temps de mettre les noms à l'écran, ça va venir, on va y aller. Et Gilles Régnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur aux Arts et Métiers ParisTech. Alors, voilà, on a les noms. Jérôme Dassini, je commence avec vous. À l'ADEME, vous avez une approche systémique de la thématique plastique avec un axe grand public, un axe industrie. Quelles sont vos observations majeures actuellement sur ce thème? Alors, je vais même rajouter un axe sur l'ensemble de la vie du produit, parce que cette approche systémique, c'est effectivement de pouvoir regarder les usages, la matière prélevée, la matière dont elle est utilisée et dont elle est consommée, et puis comment elle assure sa fin de vie en recyclage, en valorisation énergétique. Enfin, il y a différents sujets. Et donc, c'est bien l'ensemble de cette chaîne que nous, on regarde. Alors, la vision aujourd'hui, c'est très clair qu'il y a un contexte législatif et réglementaire qui donne des horizons très clairs à la filière. Et ça ne date pas d'hier. Il faut parler de la loi Egalim, on peut parler de la loi de transition écologique pour la croissance verte, pardon, et on peut parler de la loi AGEC de février l'année dernière, et puis on peut parler évidemment de la loi climat et résilience. Donc il y a des enjeux extrêmement forts, et donc pour nous, ADEME, la question c'est de savoir comment on accompagne cette filière dans sa mutation. En fait. Et moi, en tant que directeur régional de l'ADEME en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est mon sujet de préoccupation premier. Voilà, c'est comment on fait pour accompagner cette mutation. Il y a des enjeux très forts. Vous l'avez dit, on peut lancer le mot de plastic bashing, qui a eu quand même très fortement. C'est remettre en cause l'intérêt de cette matière. Je pense qu'on l'évoquera aussi. Et donc, comment on accompagne cette mutation? Moi, c'est la seule question qui m'intéresse. Est-ce qu'on peut dire que le plastique, c'est une matière assez récente finalement? Elle date du XXe siècle. On avait l'habitude de travailler la pierre, les métaux, le bois, tout ça, c'est millénaire. Et tout d'un coup, on a cette matière qu'on a appris à apprivoiser, à dompter au cours du XXe. Et là, on se rend compte à la fois de son potentiel et puis des soucis qu'elle peut causer après en termes de recyclage et d'impact. On peut dire que c'est une matière neuve ou pas? On peut même dire que c'est un matériau qui est génial. Oui, on le voit rarement d'ailleurs comme ça, je l'ai mis à l'image. C'est un matériau qui est extraordinaire. Il est venu effectivement répondre à des problématiques de consommation, à des problématiques de développement commercial, à tout ça. Alors peut-être aussi il souligne un certain nombre d'excès et puis peut-être qu'il pose des problématiques. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut retrouver un bon équilibre et il faut être capable de relever les défis qui sont devant nous. Et comme c'est un matériau qui est génial, il a forcément en lui tout le potentiel pour répondre aux enjeux de la consommation. Parce que je pense qu'il ne faut pas oublier aussi le consommateur. Qui est vraiment une partie prenante essentielle. Et si vous me permettez un parallèle avec une autre filière qui est celle de la consommation de la viande, par exemple, on a beau être agriculteur et dire qu'on adore la viande, etc. La consommation de la viande en France diminue. Complètement. Et c'est pas un problème, c'est un problème de consommateur. Enfin, c'est une question de consommateur. D'opinion, de se dire, tiens, voilà, c'est... Et donc, comment on fait à partir de ce matériau génial, comment il s'adapte à ces nouveaux horizons. Et on a plein d'exemples pour montrer que cette mutation est en cours.
Très bien. Michel Bouquet, je me tourne vers vous. Vous êtes donc vous spécialisé dans la recherche sciences macromoléculaires et plastiques. Et vous étudiez notamment toute cette chaîne de vie du plastique. Parlez-nous un peu de, voilà, de vos découvertes et de cette chaîne de vie, de l'utilisation. Alors, oui, effectivement, et je trouvais important, en complément de ce qui vient d'être dit, que les matériaux plastiques sont effectivement très utilisés et de plus en plus utilisés. Leur courbe de croissance d'utilisation ne cesse d'augmenter, et pour des bonnes raisons. Et néanmoins, quand on regarde le graphique qui est ici, qui est en fait la quantité d'énergie totale utilisée dans le monde, on peut constater que la part réservée aux matériaux plastiques issus du pétrole, donc c'est la courbe verte ici, donc on extrait un certain nombre de milliers de tonnes de pétrole, eh bien la quantité utilisée pour faire des plastiques ne représente que 8% à peu près de ce qui est extrait du sol. Donc la problématique liée aux matériaux plastiques, puisque c'est un vrai problème aujourd'hui, on ne peut pas nier le fait que la fin de vie des matériaux plastiques n'ait pas été à leur origine bien pensée ou bien réfléchie. Néanmoins, en termes de pollution ou de consommation énergétique, ils représentent très très peu de choses. Donc, en réalité, si on compare le gain entre ce que peut apporter un matériau plastique et ce qui va être en finale la problématique de la fin de vie, il est largement en faveur du développement des matériaux plastiques. Et on vient de le dire précédemment, ils sont principalement utilisés dans le domaine alimentaire en tant qu'emballage, et pour des bonnes raisons. C'est justement parce que j'ai encore vu récemment, peut-être l'avez-vous vu aussi ce week-end sur la 5, il y a eu un très très beau reportage qui montre que l'impact environnemental le plus fort, il est sur le gaspillage alimentaire et il n'est pas sur le fait qu'on laisse, et malheureusement, on peut dire malheureusement, on trouve dans des endroits où on ne devrait jamais les trouver des matériaux plastiques, et ce n'est pas le fait des matériaux plastiques, c'est simplement que d'un point de vue comportement, on jette des emballages plastiques là où on ne devrait jamais les jeter, et ils devraient finir dans une poubelle. C'est un point vraiment, je pense, central. Et je pense que ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent aussi seront d'accord. On a trop souvent associé plastique et jetable. Le plastique a amené en fait toute cette économie du rasoir jetable, du truc jetable. On associe ces deux mots-là, alors que c'est une matière quand même qui est à préserver. C'est une vraie belle matière, donc c'est pas jetable, c'est pas un déchet en soi. C'est un problème. Vous pensez que dans l'opinion, le fait qu'on ait associé les deux, ça a joué un peu dans ce bien évidemment. Dans ce phénomène? Bien évidemment. Et bon, malheureusement, ce sont des habitudes qu'il va falloir arriver à casser pour justement donner les lettres de noblesse qu'elles méritent, que ces matériaux méritent, parce que grâce à elles, en particulier, je le répète, dans l'agroalimentaire et dans l'alimentaire, ça permet de préserver les aliments sur des périodes très très longues et donc évite le gaspillage. Et c'est vrai, alors on parle souvent aussi de suremballage. Et souvent, j'explique, y compris aux élèves que j'ai devant moi, qu'il n'y a pas un industriel de l'agroalimentaire qui se lève le matin en se demandant qu'est-ce qu'il pourrait bien suremballer, uniquement par plaisir de suremballer. Ça lui coûte. Et donc, si on le fait, c'est pour que, par exemple, sur un paquet de gâteaux, on ne puisse manger que 2 gâteaux et laisser les 10 autres dans son emballage sans qu'ils ne périssent, par exemple. On va revenir sur ces sujets. On continue le tour de table avec vous, Hilaire Coutancet. Donc vous, alors, on va avoir la partie justement très pragmatique de l'industriel qui, à la fois, utilise du plastique traditionnel pour de l'injection, de la thermo-injection, et puis aussi vous êtes très impliqué sur cette filière aujourd'hui du plastique biosourcé et recyclé. Parlez-nous un peu de votre métier. On va regarder quelques images de produits que vous fabriquez. Racontez-nous un peu comment vous travaillez sur ces plastiques biosourcés. Alors effectivement, pour se présenter d'abord, on a deux activités. On a une activité, une activité de conseil en gestion de déchets qui s'appelle Amarac, que j'ai fondée il y a quelques temps avec mon associé. Et là, ce que vous voyez à l'image, c'est des pièces qu'on fabrique avec l'autre société que nous avons acquis récemment, qui est une société qui s'appelle MC Plast, et dans laquelle on fabrique des pièces plus ou moins techniques
pour l'industrie. Là, en l'occurrence, c'est une pièce pour l'industrie maraîchère, pour les maraîchers. On fabrique des pièces en matière biosourcée et compostable, en l'occurrence. On fabrique aussi des pièces en plastique recyclé. Voilà, c'est notre métier. On peut s'arrêter quand même là-dessus parce que vous mettez en avant deux qualités incroyables. C'est que le plastique utilisé, il est biosourcé et en plus, la pièce, elle est compostable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir la retraiter avec les déchets verts. Une fois que le maraîcher a fini sa culture, il peut tout jeter et le plastique va se dégrader. Exactement, vous avez tout compris. Alors c'est une des pièces qu'on fabrique, c'est un des secteurs d'activité sur lequel on travaille. On va en voir d'autres. Là, vous voyez d'autres choses. Donc vous avez les clips en bas à gauche qui sont effectivement les supports de culture pour les maraîchers. Là, on est sur de la matière biosourcée et effectivement compostable, ce qui n'est pas le cas de toutes les matières biosourcées. Mais c'est le cas de celle-ci, ce qui permet au clip de partir en fin de culture avec le déchet vert et d'être composté en 13 semaines en compostage industriel, sans aucun souci. Vous avez à côté alors c'est des pièces, on évoquait les pièces jetables en plastique. Vous avez des cales de jeu qui ont une durée de vie assez courte, puisque finalement c'est des cales, ça c'est pour l'industrie, c'est dédié à la menuiserie industrielle. Et en fait, c'est des cales qui servent au transport de la menuiserie. Les pièces marron. C'est les pièces marron. C'est les pièces marron et bleues au milieu. Ouais. Et ça, c'est des pièces qui, sur le chantier, une fois que la menuiserie est posée, sont retirées. Et donc, ça y est, la pièce a fini sa durée de vie. Donc là, on les fabrique en matière biosourcée. Elles finissent souvent, malheureusement, aujourd'hui, un peu sur le chantier, mal triées, et pas peu recyclées. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place avec nos clients une collecte de ces pièces, puisque ces pièces peuvent être ramenées chez MC Plast. On peut les rebroyer et les réinjecter. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est quelque chose qu'on est en train de développer. Et puis à droite, pour finir, on a là par contre, c'est une pièce qui a une durée de vie longue, parce que c'est un élément d'un jeu de construction pour enfants. Et là, notre client est venu nous voir en nous disant, moi, je veux fabriquer un jeu, alors made in France, avec des entrepreneurs locaux. On se situe à Nantes, dans l'ouest de la France, et en fait, c'est un jeu en bois et en plastique biosourcé. Alors, est-ce qu'on va regarder quelques autres pièces? Ça, c'est en fabrication. On a la matière brute, là. Ça, c'est, en quelques mots, c'est justement cette matière recyclée qu'on voit au-dessus et en dessous. Oui. Là, c'est une photo effectivement, on est en dessous le broyeur. Mm-hmm. Et c'est là où on recycle notre matière. Et une matière qu'on va réinjecter derrière, qui va nous servir à refabriquer des pièces. Alors, en l'occurrence, peu technique pour celle-ci, oui. Puisque souvent pour des pièces techniques, les caractéristiques techniques de la pièce qu'il faut souvent de la matière vierge. C'est compliqué d'utiliser ce type de matière. Il faut avoir une petite nomenclature des pièces, celles qui demandent une qualité extraordinaire et celles qui demandent une qualité peut-être des fois un petit peu moindre, et c'est suffisant quelque part. On va revenir à tout ça après, on va continuer le tour de table avec vous, Gilles Régnier. Vous êtes donc professeur aux Arts et Métiers ParisTech, vous êtes chercheur sur les matériaux plastiques et composites. Alors vous dites qu'il est urgent d'organiser la filière de recyclage et la revalorisation énergétique. C'est ce qu'on voit avec Hilaire Coutancel, hein. Il y a toute une chaîne à mettre en place, à la fois même de récupération des pièces, parce que c'est génial d'aller voir les clients, de dire tiens, on vous vend la pièce, puis on la récupère en fin de... Vous, c'est un peu votre sujet, oui, un des sujets. Oui, c'est un peu un sujet qui nous tient tous à cœur, parce que c'est vrai que ces matériaux plastiques, ils sont fantastiques, parce que leurs propriétés physiques ou mécaniques, on peut les modifier facilement, fantastiquement, en rajoutant des renforts, des additifs, en les mélangeant, en copolymérisant, en greffant, ce qui fait qu'on a des milliers de matériaux plastiques possibles et adaptables, modulables à l'application. Le problème, c'est que quand on veut recycler ces matériaux, on va récupérer des matériaux avec des propriétés qu'on ne contrôle pas. Et derrière,
vous venez de le dire, dès qu'on a des pièces techniques à faire, où on doit passer des contraintes mécaniques, eh bien, les industriels se retournent vers des matériaux calibrés, vierges, et les matériaux recyclables, finalement, ou recyclés, ne peuvent être réservés que pour des applications bien spécifiques. Question, qu'est-ce qu'on fait de cette quantité de matière qui reste et qui devrait être recyclée? Alors, aujourd'hui, c'est un vrai problème, c'est très difficile parce que vous comprenez bien, quand on mélange 50, 200, 300 matériaux plastiques différents, on ne contrôle pas les propriétés. Voilà. Et aujourd'hui, la problématique est là, on nous demande de trier les matières plastiques. Quand on regarde par exemple ce qui se passe en Allemagne, dans certaines régions, vous avez 7 poubelles où la personne, disons le consommateur, doit trier ses matériaux plastiques, donc il les trie par famille. Il faut une formation, carrément. Il faut une formation. Et ensuite, ces matériaux plastiques, eh bien, ils sont collectés. Et puis, on les retrouve dans des bateaux et ils finissent en Asie du Sud-Est et peut-être dans la mer. Et donc, finalement, on voit qu'il y a toute une organisation logistique à faire. Et on sent très bien qu'il y a toute une partie des polymères qu'on ne peut pas techniquement recycler et que la valorisation énergétique est sans doute la meilleure, sachant que, vous venez de le dire, 5% seulement des matériaux polymères disons que 95% de la pétrochimie est brûlée pour produire de l'énergie. Je ne vois pas quel est le problème de donner une deuxième vie de revalorisation énergétique aux polymères. Et donc pour moi, il y a vraiment un problème de logistique. Et encore une fois, ce n'est pas normal qu'on retrouve des polymères dans les mers ou dans la nature. Sur ce point précis de recyclage et d'avoir pic de production pétrole, je regarde ce qu'on a comme image. Production mondiale de plastique, on va rester un petit peu là-dessus, on reviendra là. Mais sur ce point précis, Hilaire Coutançais, tout à l'heure en interview, vous me disiez que vous avez justement identifié en fait une vingtaine de plastiques chez un client. Vous avez mis en place un process de recyclage et de tri qui était vraiment optimisé. Alors après, le souci, c'est que vous avez par catégorie un peu moins de matière, vous n'avez pas des grosses masses, mais c'est vers ça qu'il faut aller, à votre avis ? Alors en fait, il n'y a pas de... Oui, ça c'est avec ma casquette donc de conseil en gestion de déchets, hein, avec Amarac, où effectivement on accompagne nos clients industriels pour mieux trier leur plastique, pour éviter qu'ils se retrouvent dans le tout venant et aujourd'hui souvent en enfouissement. Quand ça part en valorisation énergétique, pourquoi pas. Moi, je suis issu du monde du déchet, ça fait 20 ans que je travaille là-dedans et en particulier dans la valorisation des déchets. Et donc, il n'y a pas de problématique avec la valorisation des déchets plastiques de manière énergétique. Mais quand les plastiques ne sont pas triés chez industriels et finissent en enfouissement encore aujourd'hui, là, c'est un peu dommage. Et donc, nous avec Amarac, du coup, on incite les industriels à mieux les trier. Et on accompagne les prestataires de déchets pour leur permettre de les collecter, même en petite quantité. C'est un peu la problématique aujourd'hui, c'est que bien souvent les prestataires de déchets refusent de venir collecter des petites quantités, ce que je comprends, parce que d'un point de vue économique, ça peut être un peu compliqué, mais il faut inventer des nouvelles choses. Et nous, on essaye à notre petite échelle d'inventer des nouveaux moyens de collecte, des nouveaux moyens. Alors les 7 poubelles en Allemagne, je pense que c'est plus sur les déchets des habitants. Moins particulier le grand public. Hein, oui. Là, les industriels, il y a des choses à inventer en France pour aller plus loin dans le tri et dans une collecte optimisée de ces matières pour qu'elles soient recyclées en nouvelles pièces ou en valorisation énergétique, mais qu'elles soient recyclées et réutilisées. C'est ça notre ADN, c'est ça ce qui nous aide à nous lever le matin, tous les matins, quoi. Jérôme Dassini, est-ce que au niveau de l'ADEME, au niveau même, là je parle sur un plan un peu national, on en fait suffisamment en termes de communication justement pour que les gens soient sensibilisés à cet aspect, je fais attention maintenant,
c'est bien beau de dire que le monde est fini, il y a une finitude des ressources aujourd'hui dont on a pris conscience, mais justement si les ressources sont finies, il faut en prendre soin et puis voir tout ce qu'on peut recycler. Là, on parle de l'industrie. Je sais qu'il y a des industriels qui sont quand même qui sont penchés dessus, qui essaient d'être vertueux. Il y a des normes, il y a les ISO, etc. Mais on peut quand même aller beaucoup plus loin. Il faut peut-être booster ce côté-là, non ? L'un des enjeux de la filière, c'est effectivement le geste de tri, très clairement. Alors, il y a un geste de tri des particuliers qui est important et qui concerne beaucoup les emballages. Alors, il y a deux directions. Vous savez que depuis quelques années, l'éco-organisme qui s'occupe de la gestion de la filière, qui s'appelle Citeo, a élargi ses consignes de tri. Donc désormais, dans la plupart des villes, on a la possibilité de mettre l'ensemble de ces emballages plastiques dans son bac jaune. Derrière ça, il faut moderniser les centres de tri justement pour améliorer l'extraction de la diversité, comme vous le disiez, de ces différents plastiques. Et l'ADEME contribue financièrement à la modernisation de ces plastiques. C'est à Grenoble, c'est à Saint-Étienne, il y en a 2 à Lyon, par exemple. Et ça, c'est important que le particulier sache bien que derrière, son plastique a un avenir industriel et va se retrouver dans sa bouteille, dans son flacon, etc. etc. Le deuxième enjeu du geste de tri, c'est celui que vous venez d'évoquer, c'est celui chez l'industriel. Chez le professionnel, vous savez qu'il y a un décret 5 et maintenant 7 flux où il y a une obligation qui reste encore très largement à généraliser, mais ça commence à venir. Et l'idée de cela, c'est bien de créer une filière. Alors c'est difficile parce qu'on est dans la situation de la poule ou de l'œuf. Par quoi on commence ? Est-ce qu'on commence par la filière industrielle, la capacité de recycler, ou on commence par mettre à disposition la matière ? Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et là, l'ADEME, dans le cadre du plan de relance et au travers d'un dispositif qui s'appelle Orplast, encourage effectivement les industriels à venir réincorporer plus de matières recyclées. Et aujourd'hui, ce que nous disent les plasturgistes, c'est qu'ils ont du mal à trouver la matière première secondaire. En fait, ils vont la chercher en Italie, par exemple, et on doit créer cette matière. Et cette matière, et ça c'est aussi une autre conviction que l'on a, et c'est le directeur régional qui parle, cette matière, c'est de la valeur ajoutée. C'est de la valeur ajoutée sur le démantèlement du produit. C'est de la valeur ajoutée pour notre industrie parce qu'elle en a besoin. Voilà. Et donc ça c'est très important parce que sinon on exporte notre matière première et elle nous revient sous produit fini. C'est super, on a tout gagné. La technicité, elle est ailleurs. Le recyclage, il est ailleurs. La valeur ajoutée est ailleurs. C'est super. Voilà. C'est l'enjeu de réindustrialisation. Michel Bouquet, oui, vous aviez peut-être un exemple avec un modèle de récupération ou pas ? Oui, alors je voudrais revenir 2 minutes sur la problématique sur laquelle on parle aujourd'hui, qui est celle des plastiques et de leur fin de vie et de leur impact environnemental. Derrière se cache un véritable problème, c'est celui de l'énergie dont on a besoin pour vivre. La population augmente et la consommation en énergie augmente. Et les plastiques ont cette faculté, entre guillemets, d'être très légers et donc ont permis de faciliter ou en tout cas de réduire la consommation en pétrole, en essence de nos véhicules en leur permettant d'être allégés, par exemple, mais aussi sur l'emballage pour qu'il soit moins lourd. Un pot de yaourt en verre n'a pas le même poids qu'un pot de yaourt en plastique. Et donc, ça nous a permis, tout doucement, comme ça, au fil des années, en développant à chaque fois des nouveaux matériaux plastiques, de réduire la consommation en pétrole, et donc d'une manière générale la consommation énergétique dans nos bâtiments parce que ça permet de mieux les isoler. Et donc, on a reculé ce fameux pic de production du pétrole dont on sait que c'est une ressource épuisable. Donc aujourd'hui, effectivement, avec cette consommation et cette production de plus en plus importante de matériaux plastiques, on a pris conscience, en tout cas les gens qui travaillent dans les matériaux plastiques, de la nécessité de devoir leur trouver une fin de vie. Et donc, on travaille, et il y a énormément de choses qui se font en France, en Europe et dans le monde d'une manière générale, sur comment mieux concevoir les matériaux plastiques pour qu'ils soient plus facilement recyclables.
plus facilement réutilisables. Donc ça, c'est une donnée qui aujourd'hui rentre dans nos cahiers des charges, entre guillemets, des matériaux que l'on développe, et toute l'industrie plastique est focalisée là-dessus, de la plus petite à la plus grande. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et donc, je pense que les années qui vont venir vont faire qu'on va trouver des solutions. Alors, effectivement, dans un certain nombre de cas, il existe des matériaux polymères qui se recyclent très facilement. Et ça, je pense que c'est une filière qu'il faut qu'on développe. Dans d'autres situations, c'est beaucoup plus difficile, effectivement, de trouver. D'autant qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut résoudre, c'est trouver le bon marché pour le bon volume. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une industrie, par exemple de l'automobile, vous générez un certain nombre de déchets plastiques. Ce volume de matériaux plastiques, il faut lui trouver derrière une utilisation. Et souvent, le problème que l'on a, c'est qu'on ne trouve pas une adéquation entre le volume du déchet produit et le marché qui correspond. Et donc, souvent, on peut effectivement faire du matériau plastique, mais qui ne trouve pas de marché, donc d'issue, et donc qui n'est pas valorisé. Et donc, on se retrouve au final en ayant intégré lors du recyclage de l'énergie, parce qu'il a fallu le transformer de nouveau. Donc, on rajoute une à plusieurs étapes. Il faut voir qu'un matériau plastique, par exemple, dans le domaine de l'emballage, il faut laver ce plastique. Le laver avant de l'utiliser. Donc, ça suppose qu'on va utiliser de l'eau, éventuellement des détergents. Derrière, ça veut dire qu'il faut traiter l'eau pour la rendre de nouveau potable. Et donc, on cumule comme ça un certain nombre de dépenses qui au final vont faire que le matériau recyclé, et d'un point de vue environnemental, n'est pas du tout intéressant. Oui, il y a ça. Un chiffre intéressant quand même, on le voit sur ce graphique là que vous avez amené, Monsieur Régnier. Donc il y a plus de la moitié de tous les plastiques ont été fabriqués depuis 2000. Donc c'est ce que vous disiez, il y a quand même, c'est un matériau qui est de plus en plus utilisé. Et vous avez quand même raison de mettre ça en avant, qu'en allégeant les voitures, on consomme moins de pétrole. Donc cette fabrication de plastique a quand même des effets vertueux d'un autre côté dans les automobiles, dans l'aviation, dans l'aéronautique. C'est pas pour rien qu'on l'utilise, même dans le médical. Voilà, on a plein de nouvelles possibilités grâce à ce matériau en fait. Et donc dans ce discours plastic bashing dont on a parlé tout à l'heure, où on entend des gens dire il faut arrêter de produire des matériaux plastiques, ça c'est vraiment... autant il faut y faire attention, et là on en est d'accord, autant avoir un discours extrémiste comme celui-ci n'a pas de sens économiquement. Bien sûr, ça n'a aucun sens. Pic de pollution de pétrole, besoins énergétiques. Et alors du coup, on le voit, il y a cette filière à organiser très en amont. Je pense à la maintenance qui aujourd'hui s'est décalée dans la production et voire même dans la conception du produit. Petit à petit, la maintenance est vraiment remis à toutes les étapes presque de la production. On se dit qu'avec le plastique, il faudrait avoir cette réflexion de se dire, tiens, je vais faire de l'emballage monocomposant, on va dire, pour que ça facilite le recyclage, de tracer comme ça des chaînes, d'avoir une traçabilité. On peut imaginer ça, d'avoir comme on a la traçabilité alimentaire, est-ce qu'on peut imaginer d'avoir un peu des filières avec une traçabilité pour le plastique ? Je ne sais pas, je pose la question à vous Jérôme ou à vous Hilaire ou à vous. Non, mais se dire, tiens, on a, selon le matériau, on a cette filière, cet usage. Oui, je pense que... La bodega ce soir. Hein. C'était un message important. Je pense qu'effectivement, ça serait une voie pour aller vers un recyclage effectif, performant, pour éviter justement la valorisation énergétique. Il y a des filières aujourd'hui, la filière PET, où c'est un matériau qui est utilisé pratiquement pur, sans modification, sans ajout. Eh bien, le PET, typiquement, c'est un matériau qui est recyclé. Alors, je n'ai pas les chiffres, mais qui est très, très bien recyclé et qui, aujourd'hui, sert à faire beaucoup de textiles, par exemple. Bien sûr, même on parlait des voitures tout à l'heure, même des pare-chocs de voitures, des pièces de voitures. Le PET, on rappelle, c'est les emballages de bouteilles, hein, c'est ça hein. Le PET, c'est le matériau par excellence pour fabriquer les emballages, enfin les bouteilles en plastique. Oui. Les bouteilles d'eau, oui, oui, effectivement, il y a un lien qui est très fort à imaginer entre l'usage et la fabrication du produit. Ça s'appelle l'éco-conception.
Et donc, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir très en amont pour être justement aussi en capacité d'imaginer la vie du produit. Il y a une entreprise, un de vos collègues qui est AGPlast, qui fait de la palette et qui, pour un grand restaurant rapide, garantit le retour de la palette, la destruction de la palette et la réintroduction de la palette dans une palette neuve. Voilà, c'est des systèmes de reverse logistique, c'est des systèmes de filières qui vont permettre justement, alors c'est possible dans certains cas, c'est pas possible dans d'autres, mais je crois qu'il est très important et c'est pour moi après le geste de tri ou avant le geste de tri, c'est un des enjeux forts, c'est l'éco-conception et comment on fait ce lien entre usage et production et c'est voir l'ensemble de la vie du produit jusqu'à imaginer des systèmes d'économie de la fonctionnalité où on ne vend plus l'emballage, on ne vend plus le produit plastique, mais on vend un usage. Voilà, donc c'est des modèles très disruptifs, mais qu'on doit pouvoir imaginer aussi pour des sujets particuliers. Alors, évidemment, ce n'est pas pour tout, mais il faut pouvoir l'imaginer. Parce que c'est en plus une chaîne qui n'a pas beaucoup de maillons, quelque part, la vie du plastique. Il y a le producteur, celui qui va fabriquer, mais quand je pense au tri, une fois que la matière existe, c'est la personne qui a ce plastique qui va jeter dans un contenant, le contenant va être ramassé et ça va être recyclé. Mais c'est une chaîne avec 3-4 maillons. Peut-être que je me trompe, mais sur le plastique grand public, j'avais regardé un petit peu ça, il n'y a pas beaucoup d'acteurs à aligner quelque part pour qu'ils aient un peu des normes, un protocole de collecte, de se dire ça. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs à mettre autour de la table, ou je me trompe ? Michel Bouquet ou... Non, effectivement, il n'y en a pas énormément. Mais quand on regarde les grands recycleurs français, sur leur chaîne de tri, c'est relativement compliqué. Il y a quelques techniques, mais comme l'a dit M. Régnier tout à l'heure, il y a tellement de possibilités de matière que faire la différenciation est extrêmement compliqué, voire parfois impossible. Donc ça veut dire des machines très pointues technologiquement, justement, pour trier... Pour compléter, la filière issue la filière pour valoriser les plastiques issus des ménages, là-dessus, elle est bien organisée et ça fonctionne bien. Et Jérôme Dassigny l'a évoqué tout à l'heure. C'est plus la partie des plastiques issus de l'activité industrielle, où là, la chaîne n'est pas encore mature en France. On le disait tout à l'heure. Et ça a été une solution de facilité d'envoyer tous nos plastiques plus ou moins en mélange à l'étranger. On a vu les dégâts que ça a fait. Aujourd'hui, il est urgent que la filière s'organise pour vraiment ces plastiques issus du monde industriel pour qu'ils soient recyclés ou valorisés énergétiquement, mais voilà, que ça apporte de la valeur en France et que nous, qui utilisons de la matière recyclée en France pour fabriquer des nouvelles pièces, on ait de la matière à disposition de qualité, en quantité suffisante. Parce que sinon, vous avez les prix qui explosent. C'est le cas aujourd'hui, alors sur toutes les matières, mais aussi sur la matière biosourcée et recyclée. Et donc, c'est là où il y a un vrai enjeu. L'enjeu des emballages aujourd'hui en France, on est quand même au top aujourd'hui de ce qui se fait. On a des industriels experts en la matière, tous ceux qui ont pignon sur rue aujourd'hui, les Veolia, les Suez, les Paprec, qui savent faire ça très bien, soutenus par Citeo, par l'ADEME. Aujourd'hui, tout ça est très bien organisé et ça fonctionne très bien. Mais c'est la partie des déchets industriels où c'est plus compliqué aujourd'hui pour pouvoir récupérer de la matière pour fabriquer des nouvelles pièces. Néanmoins, je voudrais préciser qu'en France, en tout cas, on est un petit peu en retard sur le plan du recyclage et de la valorisation des matériaux plastiques. Il suffit de regarder en Suisse, nos voisins suisses qui sont quand même pas si loin d'ici, valorisent 100% des matériaux plastiques. 25% sont recyclés au sens réutilisés dans la chaîne, 75% sont incinérés. Mais au total, 100% des matériaux plastiques sont valorisés complètement en Suisse. Donc, et en Autriche, c'est pareil, ce sont les deux pays phares aujourd'hui en Europe, mais les Finlandais, les Suédois sont aussi très très bons. On peut dire, de temps en temps, on peut se le dire, on n'est pas, je dirais, en France en tout cas,
à la pointe de ce point de vue. Je pense que ça peut changer et on peut rattraper ce retard-là sans aucune difficulté. Il va falloir simplement s'organiser parce que malheureusement, on met encore trop en France en décharge. Et ça, c'est pas normal. Très clairement, l'enjeu qu'on pointe ici, c'est un enjeu de matière première. Et comment on extrait de la matière première chez nos industriels, en chute de production, en retour, après usage, etc. Et ça vaut pour tous les matériaux. Le plastique, comme pour tous les autres, le papier, le carton, le bois, les vous métaux, évoquiez les palettes, le bois, ce genre de choses. Donc ça vaut... partout. Et la capacité qu'on aura à aller chercher ces flux nous permettra d'extraire de la matière pour notre industrie. Et les résidus de tri de cette activité de tri nous permettra effectivement de créer un combustible solide de récupération, ce qu'on appelle le CSR. Mais là aussi, on ne fait pas du CSR à partir d'un produit, on fait du CSR à partir d'un sous-produit qui est issu d'une activité de tri, où on se dit que ce n'est pas possible, et on va pouvoir créer ce combustible. Et voilà. Mais pour moi, il y a bien une hiérarchie. On va chercher ce qu'on peut aller chercher dans le recyclage, et puis derrière, on fait un lien fort, là aussi, entre besoin de chaleur et installation de combustion. Très bien. Je voulais faire un petit sondage tout à l'heure. Honnêtement, qui recycle chez lui, par exemple, comme ça, en main levée, qui recycle très régulièrement voilà, qui ne recycle pas. Il y a une bonne... Et dans le milieu professionnel, là, c'était peut-être sur le plan individuel, personnel. Sur le plan professionnel, qui a mis en place quelque chose d'assez structuré dans son entreprise ? Bien, là, il y a moins de... Voilà, il y a un petit peu moins... Dans les services, notamment, là, il nous reste pas trop peu de temps pour vous faire intervenir. Ça aurait été... Dans les services, je me disais, dans le tertiaire, il y aurait peut-être quand même quelque chose à faire, parce que je remarque que dans tout ce qui est bureau, tout ce qui se jette, c'est du super recyclable. Il y a de l'aluminium, les canettes, il y a du papier, du carton et du plastique. Mais c'est ça ce que j'appelle de mes voeux, c'est la mise en place du décret 5 flux. Et 7 flux, maintenant... Il existe. Ce décret existe. Il rend obligatoire ce tri. On voit qu'il y a des initiatives qui sont intéressantes pour les plus petits acteurs, portés par la Poste, par exemple, qui va aller chercher en capillarité très, très fine. Voilà. Et puis pour d'autres acteurs, c'est des filières plus industrielles. On a parlé de nos géants de la gestion du déchet. Mais je crois que c'est une culture qu'on doit avoir depuis le particulier jusqu'à son lieu de travail. Alors, effectivement, je ne cache pas les difficultés qu'il peut y avoir à mettre en place ce décret 7 flux, parce que depuis cet été, il est passé à 7 flux. Voilà, et puis ça vaut pour tous les secteurs d'activité, pour le tertiaire, l'avocat, l'architecte, l'artisan, du BTP, le chauffagiste, etc. Enfin bon, voilà, vous voyez bien que tout le monde est concerné. Et je pense que c'est le défi de notre industrie, pour partie. Tout à l'heure, hier, la ministre parlait que l'indépendance était une partie de la liberté. Pouvoir être indépendant en partie sur nos approvisionnements de matières premières, c'est une partie de la maîtrise de sa facture énergétique, de sa facture matières premières. Et puis, c'est quand même une liberté de création aussi qui est forte et d'innovation. On le voit sur ce salon. Oui, carrément. Est-ce qu'il faudra un jour changer de nom, arrêter de dire que c'est des déchets ? Il y a cette idée aussi de déchets, je me suis souvent posé la question. Vous parlez de matières premières, le recyclage amène sur une matière peut-être secondaire. On pourrait dire c'est une matière secondaire parce qu'elle a déjà eu un cycle de vie et puis on la reprend. Est-ce qu'il y aurait cette idée de matière secondaire à propager, à faire circuler parce qu'un déchet, on se dit non, le déchet, j'en veux pas, je le jette. Je pense que d'une manière générale, on est dans une ère de communication et qu'il est très important de la maîtriser. Aujourd'hui, on est parti du mauvais pied, malheureusement, et c'est pas parce que je travaille dans le matériau plastique, mais je pense qu'effectivement,
on a communiqué et mal communiqué. Sans mettre toujours en avant les bienfaits, on a surtout mis les désavantages et les désagréments que cela peut procurer. Et ça se voit, c'est indéniable, il suffit de regarder les images qu'on nous passe. Donc oui, il y a à communiquer, à bien communiquer, et pour justement changer ces mentalités, le fait de croire que les matériaux plastiques sont biodégradables, et même ceux qui le prétendent l'être, on voit, les études montrent qu'il faut des centaines d'années malgré tout pour arriver à les dégrader pour un certain nombre d'entre elles, parce qu'il faut des conditions tout à fait spécifiques pour qu'elles soient biodégradables. Donc oui, il faut communiquer, c'est très très important, surtout dans l'ère dans laquelle on est entouré de médias, on écoute les radios, et donc il est important que dans l'état d'esprit, en tout cas dans l'opinion, il y ait un basculement pour bien comprendre tout l'intérêt de devoir utiliser ces matériaux et de bien les utiliser, et surtout de bien, je dirais, les ranger entre guillemets, ou en tout cas leur permettre derrière d'être valorisés comme ils devraient l'être. Vous vouliez rajouter peut-être Gilles ou Juste un point, une idée reçue que certains, par exemple, de mes élèves partagent, qui pensent que, par exemple, les matériaux biosourcés ou les matériaux biodégradables vont résoudre le problème de la collecte et du recyclage. Pas du tout, bien entendu. C'est au contraire, ça rajoute à la diversité et à la complexité de la logistique. Mais non, mais du coup, il faut pas mettre la suspicion. Il faut pas mettre de la suspicion là où il y en a pas, parce que ça alimente le plastic bashing, messieurs. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important de développer. Aujourd'hui, le plastique biosourcé et biodégradable que moi je produis pas, mais avec lequel je fabrique des pièces. Aujourd'hui, il est compostable en compostage industriel. En 13 semaines, il n'y a pas de souci, et il faut savoir en parler. Il faut savoir en parler en disant on va vers quelque chose de plus vertueux. Par contre, il faut lutter contre toute la communication que les grands groupes font sur du bio, etc. Oui. Là, ok, mais par contre, il ne faut pas mettre la suspicion sur l'intérêt d'un plastique biosourcé ou l'intérêt d'un plastique biosourcé. Bien sûr. Quand il est compostable, parce que c'est une solution. C'est une solution. C'est là où je voulais en venir. Merci de souffler là. En fait, il faut accepter d'aller vers toutes les solutions qui sont vertueuses et qui permettent que demain on fera mieux que hier, mais par contre pas faire de la com pour de la com, voilà, comme on a vu, et qui alimente le plastic bashing. Carrément. Un petit mot de conclusion, on arrive à la fin. Un petit mot de conclusion, chacun, le message clé sur ce super matériau. Ne pas faire du plastic bashing, on l'a vu. Enfin, ou je sais pas. C'est ça, c'est ne pas faire de plastic bashing, aller vers toutes les solutions qui sont vertueuses pour demain, afin que les océans se portent mieux demain qu'aujourd'hui. Et voilà, et surtout créer les filières en France, donc avec le soutien de l'ADEME par exemple, pour qu'on puisse apporter des solutions à nos industriels, que ce soit des plastiques issus de pétrochimie ou des plastiques biosourcés ou des plastiques recyclés. Mais en tout cas, on apporte la meilleure solution en fonction de la fin de vie de la pièce. Voilà. Très bien, Michel. Moi, je dirais qu'il faut accepter l'idée, tous ensemble, que ces matériaux restent des matériaux d'avenir pour nous permettre tous de mieux vivre, mais que ça va demander l'effort de chacun, que ce soit dans les laboratoires de recherche, que ce soit dans l'industrie, que ce soit en tant que particulier et consommateur. Donc ça va nécessiter de notre part, de tous, en tout cas, d'avoir le bon geste au bon moment. Très bien, Gilles. Oui, ce sont des matériaux d'avenir qui se renouvellent sans cesse avec les matériaux biosourcés qui arrivent, des matériaux biodégradables. Derrière, il faut toute la logistique pour pouvoir justement les recycler et faire les bons recyclages. Oui, trois mots-clés. La question juste, sinon après éco-conception, geste de tri chez les pros, chez les particuliers, filière, incorporation de la matière recyclée dans le cycle de production. Et il faut montrer tout ça. Il faut le dire, il faut le montrer, parce que c'est en montrant qu'on fait un récit positif de la transition écologique. Ce sont des solutions. OK.
Merci à tous les 4 de nous avoir réconciliés avec le plastique. Global Industrie continue. Prochain rendez-vous, bientôt, tout de suite. Merci. Bonne journée.